Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invité. Ce midi, il est auteur de bandes dessinées, dessinateur de presse et aussi réalisateur de films d'animation. Silex in the City, le film, a été présenté à Cannes en mai et il est présenté cette semaine aussi au Festival international du film d'animation d'Annecy. Il sortira sur les écrans à la rentrée le 11 septembre prochain. Il faut dire qu'avec cette saga, débutée sur papier, en 2009, notre invité a créé un univers bien à lui, une plongée dans la préhistoire où se bousculent des questions d'actualité, des questions politiques, géopolitiques, de société aussi, sur le ton de l'humour. Un univers qu'il a donc décliné en BD, en série d'animation sur Arte et à présent sur grand écran. Bonjour Jules. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Alors Julie, il existe 9 volumes de 9 albums du Silex in the City. Je vais donner quelques titres pour donner un peu le ton à nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Réduction du temps de trouvaille en 2010, Vigiprimate en 2014, Poulpe Fiction en 2016, L'homme de Cro-Macron en 2018, La dérive des confinements, ça c'était pour 2020 bien sûr. Il y a un mélange dans cet univers, dans ces titres de pop culture, de références à notre vie, à notre monde d'aujourd'hui, à la littérature aussi. Est-ce que l'actualité politique actuelle, la crise politique que vit la France pourrait vous inspirer et vous donner envie de faire un 10e volume à cette série ? Alors vous savez, il va y avoir un 10e volume qui sort la même semaine que le film sur les écrans, c'est-à-dire à la rentrée. 11 septembre, le film Silex in the City, 13 septembre, le tome 10. Et figurez-vous qu'il va être complètement d'actualité parce que le film lui-même et d'autres albums de Silex in the City ont décrit de manière quasiment, et c'est habituel chez des humoristes finalement, prophétique, ce qui est en train de se dérouler devant nos yeux. Il y a un album que vous avez cité, Pulp Fiction, de Silex in the City, qui décrit exactement l'arrivée au pouvoir du rassemblement néandertal et la façon dont ça se fait, et la façon dont les élites démissionnent, et la façon dont les alliances ne se font pas, dont l'orgueil se boursoufle, vu par les cavernes, vu par l'âge de pierre. Et en fait, c'est quasiment programmatique. Et cette espèce de dimension un petit peu devineresque qu'on peut avoir parfois est flippante. Parce qu'à chaque fois, on a un coup d'avance, parce qu'on a des petites moustaches de chat pour voir ce qui se passe un petit peu de manière capillaire dans la société. Et ça raconte ça, y compris le conflit israélo-palestinien tel qu'il se déroule aujourd'hui. Il y a d'un côté à Darwin-Salem les judéo-sapiens, de l'autre côté les paléostiniens qui s'affrontent. Et on est vraiment dedans. 2016 pour Pulp Fiction, qu'est-ce que vous vous dites quand par exemple le président de la République annonce cette dissolution, à ce moment-là, c'est vertigineux pour quelqu'un comme vous, auteur de BD, dessinateur, d'avoir eu raison avant les autres? Oui, c'est autant vertigineux que désespérant. Et en fin de compte, je suis très très heureux d'être avec vous sur ce plateau parce que c'est peut-être la dernière fois de ma vie et de la vôtre qu'on se retrouve autour d'un micro parce que je crois qu'on prend... Le programme n'est pas encore... on ne connaît pas encore la suite quand même, Jules. Oui, mais précisément, c'est-à-dire que le plus vraisemblable, à moins d'un Deus ex machina, à moins d'un miracle, c'est-à-dire que toutes nos fonctions rationnelles nous racontent que le RN va gagner les élections législatives, nous racontent qu'ils vont être au gouvernement et leur programme réaffirmé, matraqué depuis 2 jours, c'est que de toute façon, ils vont vendre le service public de la radio et de la télé. Et donc, ces émissions et cette maison dans laquelle on se trouve aujourd'hui, et là, vous qui êtes derrière votre poste et qui écoutez cette émission, n'auront plus jamais lieu d'être. C'est en fait ce côté vertigineux, presque quasiment de politique fiction, et que nous on raconte par le biais de l'humour, par le biais de cette espèce de fantaisie folle, elle prend tout d'un coup matière. Je crois que je pense que beaucoup de gens se rendent compte. Il y a une tétanisation évidemment qui face à cette information-là. Le cerveau a du mal à accepter ça, mais c'est quand même le réel. Quel est le rôle de l'artiste, de l'auteur que vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous vous dites, moi, en tant qu'auteur de BD, en tant que dessinateur de presse, voilà, je prends un rôle, je dois jouer en tout cas une partition dans ce moment-là? Moi, je suis pas quelqu'un qui soit pamphlétaire. J'ai jamais adhéré à un parti politique. Et en même temps, j'ai une sensibilité à l'actualité, au monde politique, à toutes ces grandes thématiques. Silex in the City, c'est ça. C'est de donner un miroir à notre époque et de mettre en scène les différents protagonistes. Et justement, cette dimension-là, chorale, de se mettre dans la peau d'un petit peu toutes les classes de la société, toutes les tendances un petit peu idéologiques pour rentrer un peu dans leur carapace. C'est le travail du scénariste, du dessinateur,
spectateur, fait que j'ai ce désir fou qu'on continue à se parler. Qu'il n'y ait pas justement cette espèce de cloisonnement absolu entre les gens qui n'aboutit que juste au drame et à la violence et à la brutalité la plus folle. Et cette volonté-là, à travers Silex and the City, à travers Lucky Luke aussi, ça fait une douzaine d'années que j'ai repris les scénarios de Lucky Luke, dans les pas de Goscinny, c'est des séries qui parlent à tout le monde. Silex and the City... les albums sont vendus sur le territoire de manière homogène, dans toutes les classes sociales. Bien sûr, il y a un côté un peu intello, avec plein de références, etc. Mais il y a aussi un côté de pop culture que vous évoquiez, qui fait que qu'on soit ado, parents ou grands-parents, c'est quelque chose qu'on partage. Et les gens qui regardaient à la télévision la série, et j'espère les gens qui vont aller au cinéma voir le film, c'est des gens qui viennent un peu de tous les horizons. Aussi bien les gens qui bossent à la défense dans les banques que le monde prolétaire qui, justement, a cette appétence-là pour cette dérision et ce plaisir-là. Ce plaisir commun, cette thématique-là, elle est fondamentale, en fait. Et c'est les derniers trucs qui nous restent dans une espèce de société en lambeaux telle qu'elle est là. Et donc, ce plaisir-là, ce commun culturel, ce patrimoine, je dirais, du rire, de cette distance au rôle que la France a quand même su cultiver depuis des siècles, c'est une particularité. La BD, l'animation, c'est une forme de génie français. Il n'y a pas beaucoup d'autres endroits sur Terre où il y a ça. Donc bien sûr, on a le goût de l'émeute et le goût de la révolution en France et le goût de la bataille dans la rue et du sang qui coule. Ça, c'est vrai. Depuis la Fronde, c'est comme ça. Il faut qu'on s'en accommode, c'est la nature française. Mais en même temps, il y a aussi ce goût du plaisir à la Astérix, du banquet de tout le monde. On se tape dessus et à la fin, on se réconcilie dans le plaisir. Et la bande dessinée, le dessin animé, Silex and the City, pour moi, c'est vraiment mon but. Et donc, si j'ai un rôle, c'est ça. C'est de garder cette espèce de dimension-là de plaisir, d'amour, d'être entre nous et de partager. Et c'est une denrée très, très rare. On va parler évidemment de ce film Silex in the City, le film qui sort donc le 11 septembre prochain et qui est, je l'ai dit tout à l'heure, présenté au Festival international du film d'animation à Annecy. Il y a aussi dans votre film des personnages, on va en parler, de cette famille qu'on suit donc depuis quelques années dans la BD. Ils sont évidemment présents dans le film. Un point de bascule qui se passe à un moment et on va écouter un extrait. On a de la Billy 51, de la Grodka. Sinon, je peux aussi vous faire une primate colada. Bah oui, une petite Grodka, pourquoi pas? Ça ira, merci. Monsieur Pomcu. .com. Ah oui, pardon. Monsieur .com. Mon fils Rahan m'a parlé de votre clé. Écoutez, je ne m'explique pas ce miracle, mais votre expérience est véritablement prodigieuse. Que par-delà l'espace et le temps, quelque chose ou quelqu'un ait bien voulu honorer notre vallée de la grâce de la clé coudée est une divine surprise. Cependant, j'imagine que cet objet suscite bien des convoitises. Le drame absolu que représenterait la perte ou l'endommagement de la clé m'a amené à la réflexion suivante. Ne pensez-vous pas qu'il serait souhaitable de la déposer en lieu sûr? Krao nous propose de mettre à disposition la crypte de la cathédrale Notre Iguane de Paris. Là-bas, elle pourrait être à l'abri, au moins jusqu'à la prochaine glaciation. Au départ, on avait pensé à la transférer dans notre chapelle de Vésuve en Gâtinais. Vésuve en Gâtinais? Oui, c'est un vieux volcan de famille avec beaucoup de caractère. Absolument impossible à entretenir. La cathédrale Notre Iguane de Paris abrite les tombeaux de nos ancêtres depuis Troglodyte le Téméraire. Vous pouvez avoir une confiance absolue. Non, mais faut pas exagérer non plus. C'est juste une clé coudée venue du futur. Et en plus, on n'a même pas le mode d'emploi. Un extrait de votre film Silex and the City qui sort donc le 11 septembre prochain au cinéma. Jules, ce qui est étonnant, c'est que même si on ne connaît pas cet univers-là, même si on ne connaît pas les personnages dont on parle, si on n'a jamais lu l'une de vos bandes dessinées, il y a quelque chose qui nous parle. C'est très universel. Déjà, ce prisme de la préhistoire, on l'a tous en commun. Quel que soit notre continent, on vient de cette humanité-là, du fin fond, de cet âge de pierre. Et donc cette base-là, qui n'est pas si lointaine finalement quand on remonte en termes de génération, c'est très proche. On peut se donner la main jusque-là de manière très très sensible. Et cette page blanche, on est encore en train de l'écrire aujourd'hui. Donc ça nous parle. J'ai essayé dans le film d'être très international et très universel, peut-être plus que ce qui était un petit peu un exercice de commentaire politique franco-français qui existait sur la série animée sur Arte, parfois qui était en format de 3 minutes. Là, on est plus universel. Et ces thématiques-là, bien souvent, je dirais, hélas, sont toujours perpétuellement d'actualité. Et bien sûr, ça nous parle parce que y a un petit peu tous les protagonistes de notre champ social et politique qui se déploient là-dedans.
On découvre, en tout cas, où on retrouve la famille Dotcom, qui prend aussi une dimension plus émouvante, plus émotionnelle. On est avec eux, vous prenez le temps, effectivement, puisqu'on est dans un format plus long et pas dans des épisodes condensés, d'écrire leur psychologie, les relations entre les membres de cette famille, entre les personnages, qui sont donc confrontés, et l'intrigue, elle est là, à cette, à cette clé coudée qui arrive. Alors, sans spoiler, l'idée, le point de départ de Silex and the City depuis toujours, c'est qu'on est dans une vallée qui résiste encore et toujours à l'évolution. Toute la planète obéit aux lois de la sélection naturelle, sauf eux. Donc ils stagnent. Ils ne découvrent rien. Ils tournent en rond. Et donc on croit que ça va toujours être comme ça. Et pour la première fois dans ce film, ils vont être projetés par toutes sortes de circonstances dans un futur, dans notre futur. Ils se retrouvent dans un magasin Ikea. Il y a un quart d'heure comme ça qui se passe chez Ikea, puis ils reviennent dans la préhistoire, qui est la réalité. Et ils ramènent incidemment la clé coudée pour monter les étagères, vous voyez. Et en fait, grâce à cette clé coudée, ils vont créer l'écriture, le monothéisme, le yoga, le nazisme, l'art contemporain, name it. C'est-à-dire que tout ce qui finalement... Le meilleur et le pire. Le meilleur et le pire, au départ, ils ouvrent ce qu'ils appellent la grotte de Pandore, et donc tout se répand, et ils pensent qu'ils vont pouvoir en faire quelque chose, et très très vite, effectivement, ça se transforme en guerre de religion, ça se transforme en fuite en avant vers la surconsommation, vers l'aveuglement, et évidemment, c'est une fable sur notre folie de surconsommatrice, notre fuite en avant vers la destruction de la planète. Ça raconte un petit peu notre emballement qu'on ne peut plus arrêter. Le grand enjeu du film, c'est est-ce qu'on va pouvoir arrêter tout ça ? Est-ce qu'on va pouvoir mettre un frein à cette folie qu'on a déclenchée ? L'enjeu actuel, en fait, la question actuelle. La question actuelle est à tout point de vue. Et effectivement, il y a dans ce film la création d'un parti zémouriste, national-darwiniste, qui reprend exactement les principes de ce qui nous bourdonne aux oreilles follement depuis tout un moment. Vous avez dit, Jules, que les problèmes qui étaient abordés étaient des problèmes intemporels, notamment à travers des caractères qui étaient aussi représentatifs. Alors, c'est quoi pour vous les caractères intemporels ? Qui fait quoi, en fait, dans votre film ? Qui représente qui ? Les Dotcom, c'est un petit peu ma psychanalyse personnelle, c'est-à-dire que c'est un couple de parents. Lui est prof de chasse, elle est prof de préhistoire géo au collège Françoise Dolto. Le fils, c'est un alter-darwiniste radical, alors vraiment très gaucho, comme ça, sur toutes les thématiques d'environnement, social. Donc ça, c'était vos parents et là, c'est vous, c'est ça ? La fille, elle est un petit peu fashionista, elle aime bien tout ce qui est un peu superficiel, c'est une grande romantique, voilà, et elle est amoureuse d'un aristo-sapiens, Rahan de la Pétaudière, qui a une cousine ultra facho, tradie, qui est incarnée par Amélie Nothomb, d'ailleurs, c'est Diane de Brassempouy. Les voix comptent beaucoup dans ce dessin animé. Et ces personnages-là, c'est une petite partie de moi-même. Et moi, je viens d'une famille de profs. J'ai été prof, etc. Et donc, ce monde du mammouth, d'une certaine façon, c'est très naturel et je le déploie. Et le rapport du père avec sa fille, vous disiez qu'il y a un peu plus de psychologie dans le film. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'intimité là qui se déploie. Évidemment, c'est moi, avec ma fille, qui veut sortir, qui veut s'affranchir, et moi qui suis un peu à freiner des cas de fer. Donc, je suis à la fois le père, la mère, les enfants, mais ça met en scène beaucoup de choses que j'ai entendues et que j'ai vraiment vécues intimement. Et c'est pour ça que je pense que les gens se reconnaissent aussi, parce que on a tout ça, encore une fois, en partage. Alors il y a dans ce film, vous l'avez dit, le passé et le présent, notre présent et leur passé qui se confrontent. Ça se fait aussi visuellement, puisque il y a effectivement, j'ai parlé d'un film d'animation, on est dans un film d'animation, mais il y a, je ne sais pas si on peut le dire, une partie qui est plus traditionnelle. Voilà. C'est un film hybride qui mélange un petit peu tous les styles et toutes les techniques. Les références sont multiples. Il y a à la fois un côté dans le grand cinéma de pop culture de Ocean's 12 à Retour vers le futur, parce qu'on parle justement d'un voyage dans le passé, le problème de la temporalité, on s'interroge sur ces questions-là. Mais il y a aussi toute une espèce de sous-texte à la Woody Allen, à la Monty Python, qui sont des choses moi qui m'ont extrêmement nourri et qui sont présentes dans le film. Comment on passe justement des planches à cette série d'animation sur Arte et là un long métrage d'animation? On imagine que la façon de travailler n'est pas la même, le rythme, la façon d'écrire, le scénario aussi n'est pas du tout la même. Vous êtes toujours accompagné de Guigues qui co-réalise ce long métrage avec vous. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Comment garder l'esprit de ce qu'on a imaginé en 2008-9 pour le présenter sur un grand écran ensuite?
Voilà, imaginez les fables de La Fontaine ou les caractères de la Bruyère qui seraient faits en dessin animé avec justement, on a du mal. avec les personnages. Et ben justement, regardez Silex and the City, parce que finalement, moi en tout cas, je m'inscris, je me revendique dans la filiation au XXIe siècle de ces grands moralistes, en fait, finalement, et de ces gens qui s'emparaient des sujets de société en les distordant, parce qu'ils mettaient des animaux à la place des personnages réels, parce que ils mettaient des typologies de personnages, mais qui étaient extrêmement finalement réalistes et auxquels on pouvait identifier tout de suite des gens qu'on connaissait autour de soi. C'était une façon aussi de prendre des risques, de s'attaquer à des problèmes sur lesquels on n'a pas je dirais, vocation forcément à s'aventurer dans le champ de l'humour. Le terrorisme, le conflit israélo-palestinien, les cultes, les religions, le fanatisme, toutes ces questions-là qui, comment pour vous les gens, des humoristes justement ont payé très très cher. Jules, comment vous l'abordez ça justement? Par l'humour, par le fait d'arriver à détourner des noms, à détourner des mots, des expressions. C'est ça votre façon de mettre à distance en quelque sorte? Oui, il y a ce jeu sur le langage, évidemment, et puis ce jeu sur les costumes, parce que, en fin de compte, on n'est pas exactement, c'est un peu métonymique, c'est toujours un peu la préhistoire, ça vous protège, quoi. La préhistoire, oui, c'est un filtre, en fait, et grâce à ça, on arrive à parler à des gens qui se seraient hérissés et qui se seraient entièrement fermés si on avait juste commencé à évoquer des mots clés. Maintenant on a des outils intellectuels qui utilisent beaucoup de mots anglais, c'est triggering, quoi. C'est des choses qui déclenchent en fait comme une espèce de gâchette comme ça qui font partir tout de suite des débats qui crispent les identités, qui crispent les discours. Là, ça permet de passer là-dessous, hein, de pouvoir continuer à parler de tout avec tout le monde. Avec je dirais, un côté aiguisé, quand même intransigeant, une forme de radicalité quand même, parce que c'est loin d'être un robinet d'eau chaude en fait, Silex and the City. On est vraiment dans le dur, mais on peut parler à tout le monde. Je parle aux gens du ministère de l'Éducation nationale, etc., pour porter en avant les questions de laïcité. On voit très bien, hein, après l'assassinat de Samuel Paty et de ses collègues par la suite, à quel point cette obligation, je dirais, ce devoir qui est inscrit dans les programmes, d'évoquer ces questions des religions, des cultes, de la cohabitation des communautés, est inscrite, voilà, dans ce qu'on doit transmettre aux collégiens, aux lycéens, et on n'a pas d'outils. On n'a pas d'outils là-dessus. Soit on est tout de suite à sortir les caricatures de Charlie Hebdo et on voit l'incandescence et l'explosion que ça peut provoquer dans les classes aujourd'hui. Les profs ont peur de s'emparer de ça. Et là, je dirais, Silex and the City, ce film, il donne des outils comme ça. C'est-à-dire que les questions de la laïcité sont abordées de manière frontale et indirecte à la fois. Et c'est-à-dire que c'est acceptable et entendable pour tout le monde. Et je pense que ça crée du débat. Et je pense que c'est quelque chose que les professeurs peuvent utiliser pour porter ces thématiques de manière à la fois quand même... c'est une intrépidité, mais qui ne les met pas en danger non plus. En tout cas, c'est l'espoir que j'ai. Et si vous disiez, est-ce que vous avez un devoir ou... un rôle à porter, c'est ça aussi. C'est-à-dire de proposer des outils. On est vachement dans la question de l'outil, hein, Silex and the City, ou la clé coudée Ikea. Qu'est-ce qui va nous sauver? Et effectivement, voilà, ces outils intellectuels-là, moi, j'essaie de les forger à ma façon, avec le rire. Et je crois que on sait très bien que depuis la comédie grecque, il y a un concept grec antique qui est le spoudéogéloion, c'est-à-dire rire en s'amusant, le rire sérieux. Ce mot-là, grec, qui était celui d'Aristophane et qui était ce qui, en fait, faisait le plus gros box-office à Athènes au théâtre, c'est-à-dire plus que les tragédies, les gens se battaient pour avoir des places, pour aller voir ces comédies, parce que c'était là où ils se mettaient à penser, où ils avaient une vraie considération politique de ce qui se passait autour d'eux. Et c'est la même chose aujourd'hui, en fait. Je pense que la puissance de la comédie, elle est phénoménale. Mais vous voyez bien aussi qu'on peut froisser en faisant des blagues, que ça peut soulever des vindictes, des polémiques. Vous n'avez pas peur d'aborder un sujet? Vous vous sentez véritablement protégé par le fil de la préhistoire? En tout cas, je suis hyper conscient de ça. Ouais. J'y pense tout le temps. En même temps, je veux pas que ça me paralyse, que ça m'anesthésie. Et effectivement, je pense que c'est de la dentelle de Calais. Je pense que c'est de la chirurgie de pointe. Je pense qu'on est en train de manipuler des choses explosives. Mais de toute façon, si on ne les manipule pas, elles vont nous tomber dessus, quoi qu'il se passe. Elles explosent quand même. Elles explosent quand même de toute façon. Et donc, au moins, essayer de maîtriser un peu les conditions dans lesquelles les choses se passent et d'avoir ce minimum d'audace, je dirais, de pas juste être dans le pur divertissement, la pure distraction, et cette façon de fuir un réel qui nous tient de toute façon à la gorge.
Et Jules, du coup, le film d'animation, c'est le bon support pour cela. Je l'ai dit, le film a été présenté à Cannes. Il va être diffusé cette semaine au Festival international du film d'animation à Annecy, aux côtés. Alors, il est hors compétition dans la catégorie séance événement, aux côtés, par exemple, de Moi, moche et méchant des studios américains, 4, du film de Michel Hazanavicius, La plus précieuse des marchandises, ou encore une série Netflix Astérix et Obélix d'Alain Chabat. Comment on se situe dans ce spectre-là? Vous arrivez avec votre film en disant, voilà, c'est un film d'animation drôle et politique en même temps. Voilà. On peut parler d'Annecy d'ailleurs, parce que ce festival, il est quand même génial. Moi, je suivais étant enfant. Je me souviens, il y avait une partie de la programmation qui passait à la télévision au milieu de la nuit. Je restais éveillé toute la nuit pour pouvoir voir les trucs. Et c'est une chambre d'écho du monde entier. De Moi, moche et méchant à Hazanavicius sur la Shoah. Le spectre est très, très large. Et en fait, ils ont fait toujours... ce côté international est chouette, quoi. L'année dernière, c'était le Mexique. Là, c'est le Portugal qui est invité. Donc, il y a des voix... vraiment singulière, et je crois que aussi s'ils m'ont invité, s'ils ont décidé de mettre en avant le film de cette façon-là, justement dans une séance comme ça, événement, c'est parce que il y a la place pour les ovnis. Moi, mon film, et c'est un peu le problème de ma vie de toujours, finalement, j'ai toujours été un peu outsider à l'endroit où j'étais. Quand j'étais prof d'histoire chinoise, j'étais en même temps le mec qui faisait des dessins rigolos. Quand j'étais dessinateur de presse, j'étais quand même l'intello universitaire qui faisait du dessin de presse. Quand j'ai commencé la bande dessinée, j'étais à côté de la plaque, on me considérait pas trop parce que je venais du dessin de presse. Dans l'animation, j'avais pas fait mes lettres en animation et j'étais le mec de la BD. Au cinéma, c'est un type qui a fait d'abord de la télé et je me retrouve à Cannes avec une comédie d'anime alors que je viens de la BD et c'était complètement anormal. Donc je suis toujours à côté de la plaque, et d'être accueilli dans un festival comme ça, justement, et de pouvoir planter mon clou et taper sur mon clou parce que c'est ce que je suis. Et en même temps, je suis pas complètement tout seul parce que Sex and the City, il y a eu 1 million d'albums vendus de la BD. Il y a plus d'1 million de personnes qui regardent la série sur Arte. Donc il y a une communauté. Il y a des gens à qui ça parle, en fait. Et donc de pas être tout seul à ce moment-là, c'est touchant, rassurant. Et puis c'est une espèce de planche de salut à laquelle on peut essayer de se raccrocher. Alors dites-moi, vous êtes à De Crolly depuis longtemps? 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans? Non, depuis l'âge de 3 ans. Ah d'accord, et tu as quel âge maintenant? 14. Et toi, tu es à De Crolly depuis longtemps? Depuis la 7e ou 8e, je sais plus. Bon, alors ça veut dire quoi pour vous être à De Crolly? Ça représente quoi? Je sais pas, j'ai l'impression, moi je me sens quand même plus libre, même si peut-être on n'y est pas, je me sens quand même plus libre. Moi je trouve que par rapport aux autres bahuts, on travaille beaucoup moins, mais on approfondit plus et ça rentre plus facilement. Et après, ça vous fait pas peur, après la 3e, la fête d'entrée en seconde, donc de retrouver un cycle normal et un enseignement traditionnel? Avant ça me foutait les jetons, mais parce que je me disais qu'on n'aurait pas le niveau, mais vu comment on a l'air de commencer à bosser en 3e, non, je crois que j'ai plus peur, on aura le même niveau et puis... Non, ça fait pas... Enfin, c'est bien, comme ça on va changer un peu. Parce que depuis 12 ans qu'on est là, il y en a un peu marre. On adore De Crolly, mais bon, à la fin, c'est un peu chiant. Ici, on peut quand même critiquer, on a le droit de critiquer, on peut en parler avec les profs. Dans les autres écoles, on n'aura pas tellement le droit. On n'aura pas le choix de toute façon. Si ça te plaît pas, tant pis pour toi, tu l'acceptes quand même, c'est ton avenir, et puis voilà. Une archive de 1986, un reportage à l'école De Crolly dans l'émission Répétez, dit le maître, présenté par Pascal Bouchard sur France Culture. Jules, vous avez fait votre scolarité de la maternelle, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à la 3e. Voilà, c'est le cycle complet de Crolly. C'est ce que disaient les filles d'ailleurs dans l'archive. Ouais. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette école? Ce que vous venez d'entendre, c'est-à-dire ces jeunes filles et garçons en 1986, c'est ce que vous pensiez vous aussi? Ça pourrait être moi, parce qu'en 86, j'étais à De Crolly, j'étais au collège, donc ça se trouve... Je me suis demandé s'il n'y avait pas votre voix dedans. Les voix de l'époque, ça aurait pu être incroyable, je ne connaissais pas cette archive. Et c'est une école de la famille des pédagogies actives, on connaît bien Montessori, il y a Steiner dans un autre style un peu plus perché, il y a plein d'écoles comme ça qui, en gros, ont promu une façon d'apprendre et d'enseigner et de s'inscrire dans le monde différente. Et c'est à la fois issu de la libération, de l'après-guerre, mais aussi à la sauce un petit peu 68 art, moi c'est ce que j'ai connu, mais ça donnait une absence de hiérarchie, d'esprit de compétition, un souci perpétuel d'interroger les choses, de cultiver une singularité par rapport à un groupe.
d'être aussi dans la discussion perpétuelle, c'est-à-dire de pas non plus camper sur ses propres certitudes. Et cette chose-là, moi, ça m'a beaucoup appris. Et des gens venant de cette école, il y a toutes sortes de profils. Ça ressemble au reste de la société française. C'est une école publique, ce qui est assez rare, parce qu'en général, il faut quand même sortir les chèques pour aller chez Montessori. Là, c'était ouvert à toutes les classes sociales. C'était public. C'était un tirage au sort. Encore aujourd'hui, ça existe toujours. Un tirage au sort ? Ouais, on s'inscrit et puis on est tiré au sort. C'est un peu le hasard. Il n'y a pas de passe-droit, de piston ou de. Donc vous y avez été, mais pas forcément vos frères et sœurs, si vous avez. Alors il y a un tirage au sort, mais avec on favorise les fratries justement par simplification, je dirais. Mais effectivement, les premiers, moi j'étais l'aîné de la famille. Je suis rentré par tirage au sort. Et c'est quelque chose de très très riche, très passionnant. D'hériter de cette éducation-là. Ça m'a beaucoup aidé. Et encore aujourd'hui, peut-être que ça fait que je suis un peu décalé dans les univers dans lesquels j'évolue, mais c'est aussi une école de liberté, vraiment. Avec les mêmes réactions, c'est-à-dire on adore, mais on en a marre, on a envie d'en parler. C'est un microcosme, il y a une classe par niveau, donc on est avec les mêmes 25 personnes pendant 13 ans ou 14 ans de scolarité, donc oui, c'est long. Est-ce que vous vous souvenez, Jules, de votre premier dessin ? À quel moment est-ce que le dessin, la caricature est arrivé ? Est-ce que c'était à l'école, notamment, et est-ce que cette école-là vous a aussi amené vers ça ? C'était, en tout cas, il n'y avait pas de hiérarchisation où on aurait dit que la géométrie et les maths étaient supérieures au dessin, donc c'était extrêmement valorisé. Moi, j'ai fait toujours des petits journaux que je photocopiais, que je vendais à mes copains, 1 franc ou 2. Donc ça m'a toujours accompagné. Voilà, évidemment, ça remonte à la plus ancienne antiquité intime. Tous les enfants dessinent. Donc en fait, moi, il y a une continuité avec mes dessins de maternelle et ceux d'aujourd'hui. D'ailleurs, mon style est pas très éloigné d'un style gros yeux, grosse bouche, personnages qui n'ont pas vraiment de forme, comme ça, un peu caoutchouteux, parce que j'ai pas fait d'école d'art. Moi, j'ai fait des études d'histoire, de sinologie, c'était autre chose. Donc j'ai emporté cette enfance-là dans mon trait, dans mon dessin. Mais c'est vrai que je dirais le ton de mon travail. J'ai découvert grâce à un prof de chronique Gottlieb quand j'étais petit, en fait, et ça a été un choc. Les rubriques à braque, ça a été vraiment une révélation. Je lisais bien sûr Goscinny, tous les classiques Astérix, Lucky Luke que j'adorais. Et le premier dessin d'actualité, c'était Raymond Barre, ça c'est vrai ou c'est une légende ? Je raconte oui, en tout cas c'est le premier dont je me souvienne. Effectivement, je regardais la téloche avec mes parents dans ma tour de HLM à Champigny-sur-Marne. On était là, c'était ça notre source par rapport au monde. C'est pour les plus jeunes qui écoutent France Culture aujourd'hui, il n'y avait pas Internet, pas d'ordinateur, donc voilà. Et on parlait c'est Raymond Barre, Premier ministre ou ministre de l'économie, je sais plus. Et on parlait du serpent monétaire. C'était une espèce d'expression, voilà. Et en fait, j'avais dessiné un serpent avec des pièces, etc. Donc c'était une blague sur le serpent monétaire et Raymond Barre. Donc ça fait un peu bizarre de se dire qu'on est au monde à travers ce genre d'actualité, mais de façon générale, tout ce qui était humour noir me plaisait, me séduisait énormément, avec Franquin notamment, avec ses idées noires. Et donc dès qu'il y avait un crash d'avion, des attentats, je sais que parmi mes premiers dessins aussi, c'était sur la guerre au Liban. En fait, aujourd'hui, on parle du Hezbollah, etc. Mais je me rappelle très bien d'avoir fait des dessins sur le Hezbollah à l'âge de 10 ans, parce que c'était quelque chose de très frappant et ça me faisait peur. Et en fait, surtout, le dessin, et évidemment, vous regardez ce film Sex and the City, ça ne traite que de choses terrifiantes comme aujourd'hui, comme ces 3 semaines qui sont devant nous. Et ça met à distance. Moi, ce qui me faisait très très peur étant enfant, j'avais vu plein de reportages, c'était la Troisième Guerre mondiale et la guerre nucléaire. Et en fait, je dessinais des prototypes d'abris anti-atomiques. J'en ai dessiné des centaines et des centaines qui sont aujourd'hui dans des cartons dans la cave de mes parents, parce que j'avais vraiment l'impression qu'on allait être rasé de la carte. Et cette chose-là, cette peur de la destruction des bombes et tout, je me souviens aussi des communiqués de presse justement du groupe Hamal ou du Hezbollah au Liban à l'époque avec des gagoules. Et je me disais, mais c'est pas possible. Je faisais des rêves, en fait, des cauchemars où je voyais ma barre d'immeuble qui était détruite en miettes. Et après, grandissant, je me dis mais c'est pas possible. Même avec une très grosse bombe, il n'y a pas un immeuble qui peut s'écrouler comme ça en petites miettes. C'est ridicule, c'est puéril. Et il y a eu le 11 septembre où on a vu le World Trade Center. Et je me suis dit mais en fait, ces peurs-là, elles sont fondatrices. Et elles vous apaisent de les coucher sur le papier, de les dessiner, de les matérialiser en quelque sorte ? C'est la seule façon de vivre sans être totalement tétanisé, oui, probablement. Je serais mort rongé par des ulcères et des terreurs si j'avais pas eu cette façon de reprendre de la liberté, de reprendre une part d'humanité, d'espièglerie dans cette terreur paralysante. Voilà. C'est une leçon que je garde tout le temps. C'est-à-dire que, évidemment, la paralysie, c'est le réflexe normal. Et qu'il faut réussir à avoir un sursaut. Donc, s'il vous plaît, quoi.
On a peu souvent respecté la réalité historique quand on a parlé du Far West. D'ailleurs, le Far West, c'est difficile de distinguer la réalité de la légende. Or, très souvent, le cinéma a représenté ces bandits comme des bandits d'honneur. Et en réalité, c'était pour la plupart des véritables bandits, des schizophrènes et tout. Et nous, quelquefois par la caricature, nous nous approchons beaucoup plus de la réalité que ce qui en a été dit. Par exemple, Billy the Kid, nous en avons fait une sorte de petit voyou. Le cinéma, notamment dans un des films, c'était joué par Robert Taylor, qui était un homme d'une très grande beauté et d'une moralité dans le film à toute épreuve. Alors que Billy the Kid était un véritable cinglé. Et Billy the Kid, à 21 ans, avait tué 21 personnes, sans compter les Mexicains et les Noirs, sikhs. Et les Chinois non plus. Les Chinois non, ça se compte pas. Quand nous faisons de la parodie, nous avons pris la parodie du cow-boy de l'époque, qui étaient des personnages, quand ils avaient le choix entre une fille et leur cheval, ils embrassaient le cheval et ils partaient. C'était des cavaliers solitaires. Et c'est un peu, disons, normal, c'est ça le héros. Le héros ne peut pas revenir, sa journée terminée, chez lui, retrouver sa femme, ses enfants, ses pantoufles et la télévision. Une archive de René Goscinny, c'était dans l'émission Cinéma en herbe, le 12 avril 1974. Jules René Goscinny, réalisateur, scénariste de bande dessinée, fondateur, rédacteur en chef de magazines de BD, comme pilote, créateur d'Astérix avec Uderzo. C'est l'un de vos modèles ? Évidemment, c'est une grande figure tutélaire. Il avait ce génie-là de se nourrir de la grande culture, de l'histoire, et d'en faire quelque chose d'universel et populaire et de parler à toutes les générations. Vous avez vu son espèce d'élégance qu'il a particulière. Il avait une force de travail prodigieuse. Donc, bien sûr, moi, je suis habité par ces mannes. Il dit aussi qu'il y a un intérêt historique, évidemment, à traiter de ces périodes-là, de ces personnages-là, même si on respecte pas l'histoire. Alors vous, en tant qu'ancien historien ou toujours historien, vous vous positionnez à quel niveau à ce niveau-là ? C'est ambigu ce qu'il dit dans l'archive, parce qu'il dit c'est le cinéma qui respecte pas l'histoire, et donc nous, à la fois, on parodie la parodie, donc on parodie le cinéma, mais aussi, on est peut-être plus proche de la réalité historique que son Billy the Kid, finalement, et plus, effectivement, le côté la petite guape du Far West, plutôt que le beau gosse de Hollywood. Donc on est entre les deux. Évidemment, on prend des libertés, mais bien souvent, je dirais, on se rend compte que en transformant le réel, on le magnifie et on en tire une espèce de moelle et de vérité autre. On dévoile quelque chose. Lucky Luke, c'est un monstre de la bande dessinée. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand il y a à peu près 10 ans, on vous a proposé de scénariser les nouvelles aventures de Lucky Luke. Vous aviez une forme de liberté, ou est-ce que vous vous êtes vous-même donné une forme de liberté, ou est-ce que vous vous êtes senti un peu dans un carcan à ce moment-là ? Non, c'est pas du tout un carcan, c'est une boîte à outils extraordinaire, puisqu'il y a effectivement tout un monde. Il y a eu des douzaines et des douzaines d'albums préalables, et donc ils ont créé un univers graphique, un univers de personnages secondaires, le blanchisseur chinois, les Indiens, les Mexicains qui dorment sous un cactus, et évidemment, les Dalton, tous ces personnages autour rentrent en plan. Donc, à partir de cette gamme-là, on pouvait quand même s'amuser énormément. Et en gros, les thèmes que j'ai abordés dans Lucky Luke, c'était pas seulement justement du divertissement, c'était aussi de recreuser un petit peu dans l'histoire des États-Unis, dans les choses qui me semblaient importantes. Et en fin de compte, sans vouloir faire du Lucky Luke d'actualité, j'ai abordé dans les différents albums que j'ai faits des choses qui me paraissaient résonner aussi, faire du sens avec aujourd'hui et nous interroger. Donc à la fois être fidèle à l'ADN. Donc j'ai fait les albums, c'est pas les titres, mais les thèmes de ces albums, c'est Lucky Luke et les Juifs, Lucky Luke et les Français, Lucky Luke et les Noirs, Lucky Luke et la naissance de la protection animale. Il y en a un prochain qui va sortir en novembre, qui est aussi bien ancré dans l'actualité, et en même temps sans jamais trahir cette espèce de puissance historique du récit de Lucky Luke. On est venu vous chercher pour ça, vous pensez, Jules ? Je pense, oui, parce que c'est le même éditeur qui publiait déjà Silex and the City, et il savait que j'avais cette dimension-là de pouvoir parler à la fois à plusieurs générations, à la fois de pouvoir nourrir d'histoire des choses. Et de ne pas faire que du divertissement aussi, pas juste reprendre un Lucky Luke auquel il arriverait la même chose. Je pense que c'était l'idée. Aventure. Je pense que c'était l'idée de redonner un petit peu de la substance et de l'intensité à une série qui est
qu'on aimait tellement et qui aurait pu, je dirais, continuer à vivoter un petit peu de manière exsangue et de réinsuffler c'était un nouveau galop, quoi, d'une certaine façon. C'était pour les 70 ans de la série, qui a été créée en 1946. Et depuis, je galope avec une jubilation aux côtés de HD, le dessinateur, sur les grandes prairies de l'Ouest. Quel regard vous avez justement sur cette reprise de ces grands personnages de la bande dessinée? C'est un phénomène ancien, c'est vrai, mais ces derniers mois, on a vu beaucoup aussi de reprises de Black et Mortimer, Corto Maltese, tous ces personnages qui reviennent. Ça, pour vous, c'est bien pour la bande dessinée? J'ai pas de position de principe sur la question. Je pense que chaque série, chaque personnage a vocation à poursuivre sa vie ou pas. Il y avait eu des souhaits des créateurs à l'origine, ceux qui veulent pas. Typiquement Hergé, qui a jamais voulu qu'il y ait des suites à Tintin. D'autres qui ont laissé ouvert la porte. D'autres qui ont créé des dauphins, quasiment des écoles, qui ont souhaité que ça continue. Uderzo, finalement, sur la fin de sa vie, c'est ça. Il a dit, voilà, je donne les clés d'Astérix à quelqu'un d'autre. Je crois qu'on les voit venir, les gens, les éditeurs, les auteurs qui font ça uniquement pour le cash flow. Et en se disant, voilà, c'est la vache à lait, on va continuer à faire vivre une licence parce que ça rapporte, et puis on va faire des produits dérivés, des choses comme ça. Je pense que quand il y a une espèce d'honnêteté et d'exigence créatrice, très souvent, c'est des magnifiques auteurs et autrices qui s'emparent de séries qui existaient auparavant. Ils ont leur propre univers, ils sont porteurs de choses qu'ils apportent vraiment eux-mêmes, ils ont leur œuvre à côté. Et ils sont aussi aux côtés et aux commandes de quelque chose qui est un peu plus grand qu'eux, mais à qui ils donnent vie. Moi, je trouve ça super chouette. La plupart du temps, c'est réussi. Il y en a que je trouve complètement ratés. Je vais faire le bon camarade, je ne vais pas les nommer, mais bien souvent, c'est quand même chouette. Et vous vous amusez autant dans Sex and the City que dans l'univers de Lucky Luke? Oui, c'est des exercices différents. Voilà, c'est des gammes différentes. C'est soit on joue avec un Stradivarius devant une salle de concert, soit on s'éclate sur son vieux violon dans un mariage tzigane et les gens dansent sur les tables et cassent des verres. Et c'est aussi magnifique. Merci beaucoup Jules d'être venu dans les Midis de Culture. Je rappelle donc que votre long métrage d'animation Sex and the City, le film, réalisé avec Gig, est en sélection officielle hors compétition à Annecy, le Festival international du film qui se tient jusqu'à ce samedi et qui sortira donc sur les grands écrans dans les salles de cinéma en France le 11 septembre. En septembre, on retrouvera aussi le 10e tome chez Dargaud de Sex and the City. Il y a un titre déjà ou pas encore? La clé. La clé, voilà. Et je voulais juste dire, tant que je suis encore à ce micro de France Culture, à quel point je vous aimais tous et que peut-être on se verra plus et que c'est peut-être un adieu et c'est vraiment possible que ce soit le cas. Et je veux pas du tout faire envoyer les violons et qu'il y ait des trémolos et tout, mais ça paraît fou. Si possible, ça n'arrivera pas, mais sérieusement, posez-vous des questions et voilà, qu'on soit tous ensemble quoi, à un certain moment. Jules, je ne vais pas réagir. Toute autre chose. Pour finir, nous avons choisi 2 chansons, l'une sur la préhistoire, l'autre sur les cow-boys. Laquelle souhaitez-vous écouter? À la préhistoire, parce que les cow-boys, c'est toujours la même. Je crois deviner déjà ce qu'il va y avoir. Eh ben, peut-être pas, je crois. Mais bon, vous voulez pas être surpris? Allez, c'est vous, open bar. Allez, cow-boy. Comme ça, on va essayer de surprendre Jules. Ouais. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une fine gâchette Joe, le roi du pétard, qui sortait toujours armé mais qui par hasard se retrouve un soir sans son arme paumée dans un bar. Il rencontre cette fille et lui propose un verre, elle qui avait tous les atouts pour lui plaire. Mais le problème c'est qu'elle était avec un autre peu compréhensible, je dirais même du genre assez hoche. Le gars lui dit évite de jouer les cow-boys, si tu continues ça va se finir dehors. Joe le prend au mot, veut la jouer corps à corps, juste le temps pour lui de se prendre une balle et de s'écrouler mort. Et on vous a surpris, alors Jules avec Taïro. Ouais, j'avoue. Cowboy, merci beaucoup d'être venu dans les Midis de Culture, émission préparée par Aïssa Touane, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon de la Salle. Nicolas Berger, est à la réalisation et à la production ce midi, Ludovic Ogier. Merci Géraldine Moussna-Savoie. Géraldine Herbeau. Merci Nicolas, à demain.